Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le procès des viols de Mazan, qui s'est ouvert le 2 septembre dernier, se poursuit devant la cour criminelle du Vaucluse, à Avignon. Pendant 4 mois, Dominique Pellicot comparaît aux côtés de 50 accusés pour les abus sexuels commis sur son ex-compagne. Pendant une dizaine d'années, ce grand-père de 71 ans a sédaté sa femme Gisèle à son insu pour abuser d'elle et la livrer inconsciente à des hommes recrutés sur Internet. Pendant les 8 premières semaines d'audience, la cour a entendu Dominique Pellicot, Gisèle Pellicot, la victime, mais aussi une bonne partie des accusés qui, pour beaucoup, nient l'avoir violée malgré les preuves vidéo montrées à l'audience. Code Source prend le temps de raconter en 2 épisodes ce retentissant procès arrivé à mi-parcours avec la journaliste qui assiste au débat pour Le Parisien, Louise Colcombet du service police-justice, 2e et dernier épisode. Louise Colcombet, on reprend le récit de ce procès là où on s'était arrêté. Le vendredi 4 octobre, la cour criminelle du Vaucluse décide finalement de rendre totalement public le visionnage des vidéos où l'on voit Gisèle Pellicot, inconsciente, sédatée, violée par son époux Dominique Pellicot et aussi par d'autres hommes à qui elle était livrée. La première vidéo, montrée ce jour-là, est celle d'un viol perpétré par un certain Jean T qui dit avoir tout oublié. Oui, alors sa défense, elle paraît étonnante, c'est qu'il est venu depuis Lyon et puis il s'est rendu à Mazan. Il se souvient avoir discuté avec un couple sur Coco, enfin en tout cas pour rencontrer un couple. Il se souvient de la chambre et puis après c'est le trou noir jusqu'à ce qu'il retourne dans sa voiture. Il dit d'ailleurs qu'il se souvient pas très bien comment il est rentré jusqu'à Lyon. Et c'est très étonnant parce qu'il pense avoir été drogué. Alors il dit, je le répète, soit je passe pour un menteur, soit je passe pour un idiot, mais je vous assure que j'ai aucun souvenir. Alors pour lui rafraîchir la mémoire, on va voir la vidéo et effectivement, on le voit commettre des faits. Il n'y a pas de problème, doucement, comme s'il fallait pas réveiller Gisèle Pellicot. C'est une ligne de défense assez inédite. Il n'est pas seul à le dire qu'il a été drogué, mais c'est le seul à dire qu'il ne se souvient de rien. D'autres vidéos diffusées par la cour, que vous qualifiez dans votre article de quasi insoutenables, mettent en scène Thierry Pau, un homme qui se perd, je vous cite encore, dans des explications lunaires face au juge. Oui, alors lui, on sent qu'il a aucun problème à parler de sa sexualité. On a retrouvé dans ses écrits des choses où il pouvait parler de zoophilie. Il faut même lui rappeler à l'audience que accessoirement c'est également interdit. Il dit non, mais c'est pas parce que j'en parle que je le fais. En tout cas, le libertinage, il en était adepte. Et il va dire, pour sa défense, et c'est un petit peu audacieux, qu'en fait, il avait déjà fait des choses similaires à ce qui s'est passé avec Madame Pellicot. En tout cas, ce qu'on lui avait vendu, je rappelle, un plan libertin où elle dormirait, mais elle ferait semblant de dormir pour se réveiller et participer aux actes. Et il explique que ça lui arrivait aussi d'ailleurs que une fois, la femme en question se réveille et une autre fois, elle ne se réveille pas. 2 autres fois même. Et donc, la cour est un peu sidérée et lui dit « Mais, sous-entendu, vous êtes peut-être en train de nous avouer 2 autres viols, finalement. » Et ce fameux Thierry P.O., il explique que finalement, dans ce monde libertin, le consentement, c'est pas finalement quelque chose qu'on demande systématiquement, voire jamais. Et ça devient quasi comique quand il finit par dire « Mais moi, j'ai hâte de sortir de prison pour aller faire de la prévention. Je voudrais monter une association et aller dans les clubs pour dire « Attention, demande le consentement ». Et oui, là, ça devient lunaire parce qu'en fait, on se demande un petit peu s'il a pris conscience de la gravité des faits et surtout qu'il encourt une peine très lourde. Il n'est pas prêt de faire de la prévention tout de suite. Un autre accusé, Redouane F, 55 ans, lui aussi confondu par les vidéos, nie avec beaucoup de force les accusations de viol. Il crie presque au complot à la barre. Oui, il explique que pour lui, l'enquête n'est pas assez approfondie, qu'après tout, Gisèle Pellicot est peut-être, ou voire même sans doute complice. Il n'accepte pas cette idée qu'on prend sa parole comme sacrée, dit-il, alors que moi, ma parole ne compte pas. Donc il voudrait qu'on fouille les comptes bancaires du couple, qu'on exploite le numéro de téléphone de Gisèle Pellicot pour voir si elle saurait quelque chose. Puis après, sur les circonstances des faits, il explique qu'en fait, évidemment, on ne lui a pas dit qu'elle était sédatée avec des somnifères, qu'il l'entend pas ronfler parce que la télé est mise très forte. Voilà, quand on lui dit on voit que vous ne cherchez pas à la réveiller non plus, puisqu'il fait des gestes tout doux, il explique mais c'est ma façon de faire l'amour, sensuelle, non violente, ce qui est assez déplacé.
Et puis, il va même dire que de toute façon, malgré son sommeil très lourd, par moments, en fait, les gestes sont tellement intrusifs que Gisèle Pelicot a des mouvements un peu de recul. Et il dit qu'elle a une tonicité musculaire qui n'est pas possible sous anxiolytique. Et il le dit, il l'affirme parce qu'il est infirmier. Donc, il pense avoir cette connaissance-là. Mais c'est vrai que quand on lui dit, alors, vous ne faites pas la différence entre quelqu'un qui dort vraiment et quelqu'un qui dort pas, alors que vous êtes infirmier, là, il est un peu coincé. Donc finalement, ce Redouane, il dit tout et son contraire, mais surtout qu'il est innocent. Et selon lui, il n'est pas parti parce que Dominique Pélicot lui faisait peur, c'est ça ? Oui, il dit même qu'il était terrorisé en miettes, je cite, qu'il avait face à lui un Dominique Pélicot tout rouge, transpirant, avec un regard qui lui faisait peur, et qu'il a essayé de faire des choses pour lui faire plaisir, ne pas le contrarier et pouvoir s'enfuir ensuite. Alors sans aller jusqu'à utiliser les mots de Redouane F, certains hommes décrivent le principal accusé, Dominique Pélicot, comme quelqu'un de très persuasif, voire qui leur faisait un peu peur. Qu'est-ce qui revient en résumé dans ces témoignages ? Alors Cyril, dont on a parlé plus tôt, l'avait trouvé très cool, très sympa. Et quand il ferme la porte de la chambre et qu'il se retourne, il voit un regard noir qui lui donne l'impression qu'en fait, il n'a plus la même personne en face de lui. Et d'autres l'ont dit plus ou moins bien, mais globalement, ce qu'ils expliquent, c'est quand ils comprennent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, qui ne correspond pas à ce qu'ils leur avaient dit, ils commencent à se dire, bon, j'ai laissé toutes mes affaires en bas, je suis nu, je suis chez quelqu'un dont je ne sais pas trop ce qu'il a fait à sa femme, et je ne sais pas trop ce qu'il peut me faire à moi. Ils me donnent des ordres. Eux, ils expliquent que ils n'ont pas voulu le contrarier et qu'ils ont préféré faire ce qu'il demandait, voilà. On dirait qu'ils ont plus peur de lui que pitié de Gisèle Pelicot. Et comment réagit la cour quand elle entend ça ? La cour, elle se fie aux images, et sur les images, ils n'ont pas l'air pétrifiés. Il y en a, ils continuent des actes sexuels, ils ont des érections. Donc, ça paraît quand même compliqué de dire ça. Ce fameux Redouane, ça va finir par un quiproquo presque drôle quand il dit « Mais là, je suis terrorisé, on voit que je suis terrorisé, mais ça se voit pas. » Voilà. Donc, on a cette espèce de dialogue de sourds entre la cour et les accusés qui disent qu'ils, quelque part, ils n'avaient pas le choix. Pendant les différentes auditions des accusés, leurs compagnes ou ex-compagnes défilent à la barre et beaucoup disent qu'elles ont été sidérées en apprenant qu'ils étaient impliqués dans cette affaire. Quand il s'agit de leur mari ou ex-mari qui n'est venu qu'une fois, je mets un guillemet, un que, il est d'autant plus facile pour elles de penser que c'est une erreur de parcours. Certaines parlent même étrangement d'infidélité. Elles pensent qu'il a été piégé. Elle n'arrive pas à concevoir qu'ils aient pu avoir une opportunité de viol, parce que finalement c'est cela, et qu'il l'ait saisi. Voilà, on dirait que les circonstances, ce côté absolument glauque, finalement, ne leur évoque rien. Elles passent dessus en se disant, finalement, ça reste le père de mes enfants. On a eu toute cette vie commune où il a été un bon mari, un bon père. Elles disent, c'est pas quelque chose qu'il a en lui. Il n'a pas une âme de violeur. On a l'impression qu'elles veulent les sauver. La cour entend aussi le témoignage de l'ancienne compagne d'un accusé qui avait déposé cet homme devant le domicile des Pélicots. Qu'est-ce qu'elle raconte à la barre ? Alors à la barre, elle raconte pas grand-chose parce qu'elle n'a pas envie d'être là. Au départ, quand elle l'identifie, d'ailleurs, elle nie avoir une relation avec lui. Elle dit que c'est quelqu'un qu'elle a hébergé. Et puis elle va devoir bien reconnaître qu'ils ont eu une relation et puis qu'ils ont même expérimenté le libertinage ensemble. Ce qu'elle explique sur cette fois où elle l'a déposé à Mazan et qu'elle a attendu dans la voiture, c'est qu'en fait, comme c'était quelqu'un qui buvait du matin au soir, qui lui empruntait sa voiture, elle s'est dit, il vaut mieux que je l'amène, sinon soit il va se tuer, soit à minima, il va casser ma voiture. Donc effectivement, ça donne lieu à ça, elle le dépose, elle attend, et on essaie de savoir ce qu'ils se sont dit, et apparemment rien du tout. Lui, il dit qu'ils ne sont pas rentrés dans le détail, elle savait que c'était un libertinage, mais semble-t-il consenti. Elle n'a rien demandé, elle l'a ramené et voilà, ça s'est terminé comme ça. Le 10 octobre, dans Le Parisien, vous racontez les auditions de 2 accusés, des hommes homosexuels qui s'attendaient à avoir un rapport uniquement avec Dominique Pélicot, qui ont constaté une fois sur place que ce ne serait pas le cas, mais qui sont quand même restés. Il y en a un pour lesquels on a des échanges où Dominique Pélicot lui parle de sa femme endormie, mais l'autre lui explique qu'il veut faire des choses avec lui sexuellement, et donc il va quand même faire 1h30 de route pour venir chez Dominique Pélicot. Bon, en gros, il arrive à les amener dans la chambre en laissant entendre que une fois qu'il se serait excité avec son épouse, ils auraient une relation avec ces 2 hommes. Donc ça leur pose pas de problème de rester et de voir Dominique Pélicot abuser de sa femme, mais dans leur esprit, ils sont persuadés qu'ils en ont parlé ensemble et que c'est OK, et que finalement,
ça regarde le couple et que eux, ils patientent, pas de problème. Et concernant le deuxième, il est comme Janté, en fait, il a un trou de mémoire, mais lui uniquement sur une partie de la soirée. Et il dit, comme Janté, il finit par dire qu'il pense aussi que peut-être il a été drogué, on a peut-être mis quelque chose, un excitant, quelque chose dans son verre qui lui aurait provoqué une amnésie partielle. Pourquoi est-ce qu'ils sont quand même accusés de viol dans ce dossier ? Parce qu'ils sont en coaction, c'est-à-dire qu'ils vont faire des actes qui permettent d'aider Dominique Pellicot à violer sa femme. Par exemple, il y en a un qui va prodiguer une fellation, qui permet de maintenir l'érection, mais il y assiste, il ne s'y oppose pas. C'est pareil pour cet autre homme qui va aussi participer un petit peu, qui va faire des caresses buccales sur Dominique Pellicot, sur Gisèle Pellicot. Donc en fait, finalement, ils participent au même titre, quand bien même eux-mêmes ne commettent pas la pénétration, ils sont partie prenante du viol. Le jeudi 17 octobre, un ancien chauffeur routier de 45 ans, qui s'appelle Dominique, comparaît pour 6 viols sur Gisèle Pellicot. Le principal accusé, Dominique Pellicot, le considère comme son plus grand complice, je cite. Pourquoi ça ? Parce que c'est l'un des rares à avoir vu Gisèle Pellicot avant. Il lui a dit « viens à la maison ». Il l'a présenté comme un collègue électricien qui serait venu chercher un outil. Donc il raconte qu'il la voit assise dans son canapé. Et puis qu'il lui explique tout. Il lui dit qu'il va y avoir de l'alcool, des tranquillisants. Il lui montre des photos où sa femme est abusée par d'autres hommes. Il dit « bon, écoutez, si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire… ok, pas de problème, je suis d'accord ». Et surtout, il est venu 6 fois. C'est très rare dans ce dossier. En garde à vue, il avait déclaré être au courant que Gisèle Pellicot était endormie à son insu au moment des viols, mais pendant l'audience, il tente de revenir sur ses déclarations. Qu'est-ce que ça donne ? Il essaye d'arranger ce qu'il a déjà dit, en fait, en disant... au départ, il m'a parlé de tranquillisants et d'alcool, et qu'en fait, pendant 4 fois, ça ne l'a pas alerté. Il a pensé que Gisèle Pellicot était d'accord, et que c'est au moment où, en fait, le mot tranquillisant a été remplacé par le mot somnifère, que là, il s'est dit, c'est grave. Et il dit d'ailleurs qu'à ce moment-là, il ne voulait plus revenir, parce qu'il aurait compris que ça ne se faisait plus avec l'accord de Gisèle Pellicot, mais sans. Bon, en réalité, en plus, il est revenu 2 fois, alors sur l'insistance de Dominique Pellicot, semble-t-il. Ça ne va pas tenir très longtemps, puisque le président va se tourner vers le box et lui dire « écoutez, monsieur, est-ce que honnêtement, on peut dire qu'elle était dans la combine depuis le début ?» Puisque là encore, on a des films où elle dort, elle ronfle, enfin voilà. Et puis il va dire très vite oui, non, effectivement, elle ne pouvait pas être d'accord. Et puis, on va lui redire, voilà, vos déclarations de garde à vue, c'était qu'elle n'était pas au courant. À son insu, vous vous êtes rencontrés sur ce salon de discussion, sur le site Coco. À son insu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle ne sait pas, elle ne savait pas. Donc finalement, sa tentative de nier va s'effondrer assez vite. Louise Colcombet, à la fin du mois d'octobre, alors qu'on en est à la moitié de ce long procès des viols de Mazan, qui doit se terminer en décembre, vous écrivez que le mot « viol », justement, a encore du mal à sortir de la bouche des accusés, même lorsqu'ils reconnaissent les faits. Oui, en fait, on dirait que c'est le mot tabou. Alors certes, il y a Dominique Pellicot qui dit « je suis un violeur ». Les autres, c'est impossible. Ils font des périphrases, ils tournent autour du pot pour reconnaître les faits, ou ils disent « je reconnais les faits ». On a eu « je reconnais le caractère illégal des faits », mais le mot « viol », impossible. Il y en a un, il dit « je ne supporte pas, je ne tolère pas qu'on me traite de violeur ». Pour eux, c'est trop infamant, trop incriminant. Il y en a un qui a dit « c'est trop lourd à porter ». Voilà, comme si un violeur était nécessairement un prédateur qui avait tout manigancé, qui vous attend dans un parking sombre. À un moment, ça devient même presque ridicule. On a l'impression que certains, on les torture pour leur faire dire le mot. Et ils tournent autour du pot, ils disent « non, mais c'est pas bien, mais je peux pas vous dire mieux ». On a l'impression presque que c'est une variante du jeu du ni oui ni non, sauf que là, c'est ni oui ni viol. En fait, elle a pas dit oui, mais c'est pas non plus un viol. Et voilà, ça agace beaucoup la cour, mais on comprend bien que tout le monde est gêné et qu'il y a un vrai problème, même presque sociétal, autour de ce mot. À la moitié de ce procès, est-ce qu'on en sait plus sur le mode opératoire de Dominique Pellicot ? Est-ce qu'il était toujours, comme il le dit, sans ambiguïté sur les scènes de viol qu'il proposait aux hommes recrutés sur Internet ? Alors c'est difficile à dire s'il a toujours été franc du collier, si j'ose dire, puisqu'on n'a pas les écrits. Coco, en fait, les messages s'effaçaient très vite. Et puis, il y a très peu d'écrits SMS ou Skype qui ont pu être retrouvés. Il y en a certains où c'est très clair, on parle de shooter Gisèle Pellicot, de la croûter. Et puis, il y a des hommes, certains, qui sont venus dire « oui, il m'avait dit qu'elle serait endormie à son insu avec des médicaments, il me l'a dit d'emblée ».
Et ils sont 4, 5, 6 au moins à le dire à ce stade. Maintenant, il y en a d'autres pour lesquels c'est plus ambigu. Certains n'ont eu aucune indication en amont. Et puis, il y a des choses sur lesquelles ils s'en mêlent un peu les pinceaux parce qu'ils parlent de consignes qui ont été données, notamment se garer loin. Il y en a certains qui viennent dire « mais moi, je me suis garé à 20 mètres, c'est pas vrai ». On a tout un tas de petites choses qui sont pas si claires. Donc en fait, le problème, c'est que ce parole contre parole qu'on a habituellement entre une victime et son agresseur dans un procès de viol, là, il se déplace entre Dominique Pellicot et ses co-accusés. Il y a forcément quelqu'un qui ment en fait, mais on ne sait pas qui ment le plus parce qu'on n'a pas les écrits. Donc il y a beaucoup de choses qui se jouent là aussi dans ce procès. Le jeudi 23 octobre, c'est au tour de Gisèle Pellicot, qui avait déjà témoigné au début de l'audience, de revenir à nouveau à la barre. Louise Colcombet, on rappelle que c'est elle qui avait refusé que le procès se tienne à huis clos. Son visage, aujourd'hui, il est connu au-delà des frontières de la France. Oui, puisque la presse internationale suit ce procès. Elle est connue partout. Et puis, localement, ça ne s'est pas essoufflé non plus. Sur place, on a des gens qui viennent tous les jours dans le public pour suivre les audiences, pour la soutenir. Et la soutenir presque physiquement, j'allais dire, parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle sort de la salle, il y a une sorte de haie d'honneur qui est faite et elle est applaudie. Il y a des bouquets de fleurs qui lui sont remis par des anonymes de temps en temps, voilà, pour lui montrer physiquement qu'elle n'est pas lâchée et que son combat n'est pas vain. Ce jour-là, quand elle est interrogée à nouveau par la cour, elle dit qu'elle tient à faire évoluer la société. Oui, elle le redit, en fait, elle ne fait pas ça pour elle parce que sa vie est détruite. Mais ce qu'elle veut, c'est éveiller les consciences parce qu'elle aussi, elle a entendu toutes ces femmes venir dire que leur conjoint ne pouvait pas avoir fait une telle chose en conscience, etc. Elle dit, mais moi, j'avais aussi un homme merveilleux à la maison. Du moins, elle le croyait-elle. Et puis finalement, on se rend compte qu'il a fait ce qu'il a fait. Elle vient exploser ce poncif du bon père de famille ou du violeur qui serait nécessairement un type violent, cagoulé, qui vous attend avec un couteau dans un parking. Non, en fait, la réalité du viol en France, c'est pas ça. La majorité sont commis par des personnes qu'on connaît. Ce qu'elle veut, c'est qu'on évolue enfin sur ces questions, sur la soumission chimique, évidemment, mais sur le consentement et sur la conception qu'on se fait du viol et de qui peut se rendre coupable de viol, même si ça ne veut pas dire que cette personne est réduite à cela. Mais voilà, donc son idée, c'est de dire, moi, je le fais pas pour moi. On dit que j'ai du courage, j'ai pas du courage. J'ai de la volonté, de la détermination à faire changer la société. Au cours de l'audience, certains accusés ont tenu à lui présenter leurs excuses. Est-ce qu'elle a un mot pour eux ? Non, en fait, Gisèle Pellicot, elle veut pas recevoir leurs excuses. Parfois, ils sont sincères et on sent qu'ils ont vraiment quelque chose, une pensée pour elle. Il y en a aussi beaucoup qui disent ça comme ils diraient autre chose, parce qu'ils parlent aussi beaucoup d'eux à la barre. Ça revient toujours. C'est je suis désolée d'avoir été mêlée à ça, par exemple. Donc c'est sûr que ça devient inaudible. Ce qu'elle se dit aussi, c'est que ces hommes, ils auraient pu faire demi-tour. Quand bien même ils ont été trompés, ils auraient pu faire demi-tour. Ils auraient dû faire demi-tour et ils auraient pu alerter la police, ne serait-ce que par un appel anonyme. Certains disent « Ah, on ne m'aurait pas cru », mais personne n'a essayé, en fait. Et ça aussi, pour elle, c'est impardonnable. Donc elle, elle n'a pas de mots de pitié pour eux. Elle dit « Ce sont des violeurs et ils le resteront ». À la barre, est-ce qu'elle parle à nouveau de son ex-mari, Dominique Pellicot, et de comment elle se sent aujourd'hui par rapport à lui ? Alors on voit une nette différence entre eux et lui. Elle n'a pas d'affect envers ces hommes-là, donc il est plus facile pour elle de les détester et de leur coller l'étiquette violeur. Pour son mari, c'est plus difficile, ils ont 50 ans de vie commune. Ça reste, on comprend encore un chemin qu'elle a besoin de faire et elle est sidérée, en fait, elle n'arrive toujours pas à comprendre comment il a pu lui faire ça. Louise Colcombet, à un moment, elle tient à s'adresser directement à lui, son ancien mari. Oui, elle demande à l'appeler Dominique et non plus Monsieur Pellicot, juste pour ce petit moment où elle va s'adresser directement à lui. Et en fait, elle va repasser un peu sur toutes ces années de vie commune. Et puis, en fait, on sent qu'elle lui pose une question, c'est comment as-tu pu me trahir à ce point ? Parce qu'elle ne doute pas non plus qu'il l'ait aimé. Et d'ailleurs, il le redit souvent. Et elle aussi, elle l'a aimé. Et c'est ça qui est difficile à faire pour elle, c'est le deuil de tout ça. Et là, malheureusement, on n'aura pas la réponse. En tout cas, on l'aura peut-être dans les tout derniers mots de l'accusé, à fin décembre. Il aurait voulu répondre et en fait, le planning était trop en retard. Donc le président a jugé qu'on se passerait de sa réponse et qu'on verrait ça plus tard. Merci Louise Colcombet. Je précise que tous vos articles sur cette audience sont à retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Clara Grouzis et Camille Ruiz. Réalisation Théo Albaric.
Si vous aimez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur la chaîne YouTube du Parisien. Laissez-nous des pouces en l'air ou des petites étoiles. Et ne ratez pas non plus notre podcast Crime Story. Chaque samedi, la journaliste Claudia Prolongeau raconte une nouvelle affaire criminelle avec le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delceni.